Bonsoir. Je m'appelle Abdou Karim Gueye, docteur Abdou Karim Gueye, et donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet important pour nos pays à cet instant-là. Parce que, en fait, nous avons ce besoin de prospérer et de construire des États modernes, d'assurer un peu la transformation structurelle de l'économie, la transformation publique, comme on dit aujourd'hui. Et nous avons retenu deux concepts qui expliquent tout cela. Et le leadership transformationnel et la transformation systémique. C'est un peu le sujet de cette vidéo que nous sommes en train de faire, qui vous est offerte gratuitement par l'École internationale des affaires et par son Institut international de management, de gouvernance et de leadership transformationnel. Donc, cette école est en train de s'ajuster à de nouveaux impératifs. Et donc, voilà un peu le thème d'aujourd'hui, leadership transformationnel et transformation systémique, stratégie pour un changement durable. Je m'appelle Abdou Karim Gueye, docteur Abdou Karim Gueye, docteur en business administration, MBA dans ce domaine également, un énarque et puis un juriste aussi. Ce qui m'a rendu un peu curieux et de comparer deux mondes latins, on va l'appeler comme ça, et un monde anglo-saxon, ayant été formé dans les deux systèmes. Aujourd'hui, je pense que nous allons essayer d'approfondir ce débat. Bienvenue dans notre série, parce que c'est une série, il y a actuellement beaucoup d'articles qui sont en train de paraître sur LinkedIn, sur pas mal de plateformes. Il y a des vidéos, nous sommes à l'ère des vidéos. Et aujourd'hui, nous avons des outils très sophistiqués qui nous permettent de faire des vidéos aussi longues, courtes que moyennes. Et effectivement, pour toute ce thème, nous avons déjà inondé. Hein. Voilà le thème que je peux employer. Beaucoup de réseaux sociaux. Et chaque jour, chaque matin, donc nous envoyons des vidéos, des short vidéos dans des plateformes. Donc, bienvenue dans ce thème, leadership transformationnel et transformation systémique, stratégie de changement durable. Pour cette première vidéo, nous allons explorer les concepts fondamentaux et pour essayer de comprendre les interactions. Et parce que si vous voulez faire de la transformation réussie, vous avez peut-être besoin de ce qu'on appelle un leadership stratégique dans le monde d'aujourd'hui. Donc, nous allons aborder aussi aujourd'hui un nouveau vocabulaire, tel que niche stratégique, l'avantage concurrentiel, vortex, l'emplacement stratégique, localisation géographique, etc. Phase de croissance initiale, phase d'expansion produisant des impacts, transformation systémique. Voilà donc tout un ensemble de vocabulaire dans la littérature et dans les pratiques de management de certains cabinets spécialisés. Il n'y a pas beaucoup de cabinets spécialisés. Et dans ça, j'ai comparé ma méthode avec d'autres cabinets de rang international. On m'a même dit que ta méthode est beaucoup plus évoluée. Et donc, apparemment, il y en a 4 ou 5. Bon, peut-être que l'évaluation n'est pas exhaustive. En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit. Voilà ce que nous allons faire. Je ne sais pas si ça va marcher. Je vais vous laisser écouter une vidéo de 5 minutes qui vous explique un peu cette problématique-là aujourd'hui. On va y aller. J'espère que ça va marcher. Bienvenue dans nos cours et nos séminaires à l'École internationale des affaires de Dakar et son Institut international de management de gouvernance et de leadership transformationnel. Très heureux et honoré de vous y accueillir. N'attendez pas. Avec nous, atteignez vos objectifs de leadership stratégique et de transformation systémique. Comment ? Pour les pays et États, réinventez la gouvernance et modernisez vos structures étatiques, car vous pouvez en tirer profit pour réaliser le changement et la transformation. Ce cours ouvre de nouvelles capacités et capacités aux gouvernements et autres organisations, notamment les entreprises privées, à piloter et mettre en œuvre des réformes profondes, fondées sur le leadership transformationnel, au niveau des ministères et agences autour d'une vision stratégique commune. Grâce au vortex stratégique, les réformes sont guidées à travers des phases structurées de croissance,
d'expansion des impacts et de transformation systémique. Identifiez et concentrez vos efforts sur des niches stratégiques dans des secteurs clés par la technologie ou l'énergie verte, d'autres en fonction de votre niche stratégique, localisation, maximisant ainsi l'impact des ressources allouées. Pour les dirigeants et managers, maintenez votre compétitivité et alignez vos équipes. Le cours complet se déroule sur une durée de 12 semaines et est disponible en ligne, offrant une immersion approfondie dans les concepts de transformation systémique. Le contenu inclut la réforme et la modernisation des structures étatiques à travers le leadership transformationnel et le vortex stratégique. Une maîtrise complète du nouveau management public, de la nouvelle gouvernance, indispensable pour la vraie transformation. Une option permet de se concentrer spécifiquement sur la niche stratégique dans des secteurs comme la technologie ou l'énergie verte, ou niche stratégique décidée à cause de la localisation ou autres avantages comparatifs. Le module inclut des exigences variées de changement et de transformation holistique, telles que l'alignement stratégique, organisationnel, des équipes autour d'une vision stratégique claire, la maximisation de l'efficacité opérationnelle à travers la mesure de la performance et la coordination des départements avec une gouvernance rigoureuse. Une option permet un approfondissement des concepts et de la démarche indispensable pour changer, transformer, produire des impacts pour les gens, pour la population. La stratégie de niche. Ensuite, stratégie d'expansion des impacts et comment explorer et instituer de nouveaux marchés ou diversifier les services, produits et activités au profit des clients, des citoyens, etc. Par la formation, il s'agit d'ouvrir de nouvelles frontières, de nouveaux outils, de nouvelles pratiques de management et de gouvernance stratégique qui se concentrent sur les concepts de vortex stratégique, de niche stratégique, de structuration, d'intégration de l'innovation pour maintenir la compétitivité. Des modules optionnels sur la gouvernance et l'optimisation des ressources sont disponibles pour maximiser l'impact des initiatives. Le contenu inclut une synthèse des concepts clés et leur application pour formuler des stratégies alignées sur les objectifs, optimiser les performances et créer un impact durable. Les participants peuvent choisir de suivre l'intégralité du cours sur 12 semaines ou des modules spécifiques en fonction de leurs besoins. L'utilisation des outils de mesure de la performance permet un suivi et un ajustement en temps réel des initiatives. Sont abordées la mesure de la performance, les KPI, etc. Avec une gouvernance rigoureuse, coordonnez efficacement les départements, garantissez la responsabilité et maximisez l'efficacité opérationnelle. Développez une stratégie d'expansion des impacts pour explorer de nouveaux marchés et diversifier vos activités, assurant ainsi la croissance et l'innovation. Pour les organisations et entreprises, innover, performer et s'adapter au marché en évolution. Les entreprises peuvent tirer parti de ce cours pour se focaliser sur leur niche stratégique, ciblant des segments de marché où elles peuvent exceller. En intégrant le vortex stratégique, structurez la croissance en étapes progressives où chaque phase consolide la suivante. L'innovation reste centrale pour maintenir la compétitivité. De plus, la mesure de la performance et une gouvernance efficace garantissent que les ressources sont allouées de manière optimale, maximisant l'impact de vos initiatives. Conclusion. Ce cours est un levier incontournable pour toute organisation, État ou leader cherchant à mener des transformations profondes et durables. En intégrant les concepts clés, vous serez en mesure de formuler des stratégies parfaitement alignées avec vos objectifs, d'optimiser les performances et de créer un impact durable et significatif dans votre domaine. Donc voilà un peu cette vidéo donc, qui vous introduit dans le vif du sujet et donc les transformations qui ont lieu à l'échelon mondial dans beaucoup de pays et pour lesquels nous, disons-le carrément,
Nous, les pays francophones, nous sommes vraiment en retard. Hein. Et donc, avec l'émergence du management public depuis 1980 quand même, et de la nouvelle gouvernance dans les années 90, et il y a cette jonction entre le management public et le management privé. Et aujourd'hui, nous avons assez d'outils et référentiels que nous pouvons utiliser pour réformer l'État, pour réformer le management public, mais aller au-delà, parce que quand vous regardez nos programmes de modernisation et tout, ce sont des programmes introvertis. Je ne dis pas que ce n'est pas bon. Ils vont parler de la santé, de l'éducation, mais il n'y a pas une vue systémique et donc qui touche les autres secteurs en termes de stratégie. C'est rare. Donc, c'est vrai qu'il y a des plans et, au niveau des pays, etc., mais pas dans l'optique management comme nous allons le voir aujourd'hui, comme nous sommes en train de le voir. Donc, je vais vous introduire déjà sur le module de transformation systémique par le leadership stratégique, deux termes très importants. Et nous verrons qu'il y a tout un vocabulaire, c'est ce qu'elle approche, parce que ça, c'est du management stratégique, c'est de la gouvernance stratégique, c'est une discipline. Et donc, ce sont des sous-systèmes dans un système beaucoup plus global. Et donc, voilà, il est très important de comprendre la transformation systémique et impulsée par le leadership système. J'ai publié un article comme ça, et donc le leadership n'est pas une personne, c'est un système. Et je crois que j'ai mis les liens ici. Et j'avais annoncé déjà la couleur depuis plusieurs années, et donc sur des articles, certains sont encore en ligne sur Internet. Donc la transformation systémique va au-delà des améliorations ponctuelles. Et on n'est pas dans la bureaucratie qui gère au jour le jour. On est dans une gouvernance anticipatrice, dans un management anticipateur. Donc, il s'agit de penser l'ensemble de l'organisation. Et plus on est placé, élevé au sommet, plus on doit raisonner comme ça. L'ensemble de l'organisation, c'est un ensemble de facteurs qui fait la performance, qui fait la transformation. Il peut s'agir de la culture, il peut s'agir des processus, il peut s'agir de la stratégie, etc. Et c'est cet ensemble de leviers qui va créer un vortex, ce que nous appelons un vortex. Donc, c'est-à-dire, vortex, c'est des tourbillons, comme vous en voyez de temps en temps, en ville ou ailleurs, un courant d'air qui tourne en l'air, qui se déploie, qui grandit, etc. C'est à peu près ça l'idée de vortex. Et nous allons le voir en profondeur. Nous parlons de vortex stratégique. Et effectivement, voilà des leviers de transformation que nous allons étudier et qui sont aussi valables pour le secteur public et le secteur privé. Il y a le fameux ouvrage donc, de Saeb, je crois, et sur Dubaï. Et donc, un titre évocateur. Parce que le titre de l'ouvrage, c'est du sable au silicone. Donc, un désert, le sable, a priori, c'est rien. Mais le pays parvient à le transformer en silicone. Et dans cet ouvrage, il explique magistralement l'idée de tourbillon, l'idée de ce vent qui se déclenche et qui balaye tout au passage et qui transforme le pays, Dubaï. Et c'est ça l'idée de vortex. Et donc, le vortex dépend maintenant d'un ensemble de facteurs que nous allons, dont nous allons discuter. Ça dépend aussi de priorités, de choix, etc. Alors, on vous a dessiné aussi notre modèle que donc, nous avons défendu aujourd'hui dans des milieux où l'on discute de ces choses-là. Ici, il faut une phase initiale de croissance. Et donc, le management stratégique, c'est donc de déclencher cette phase initiale de croissance et puis de passer à une phase d'expansion. Cette phase d'expansion va produire des impacts. Et c'est l'ensemble des impacts, ce qu'on va appeler cumul, qui vont créer la transformation dans un pays, dans une grande multinationale, etc. Et donc, évidemment, il y a des facteurs de blocage. Ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Bon, j'espère qu'on pourra faire ça dans la prochaine vidéo. Donc, la phase initiale de croissance, c'est la première étape de la transformation. Et le débat est de savoir est-ce que vous pouvez sauter une des phases. Et je crois que j'y répondrai plus tard. Et donc, cette phase initiale de croissance va créer des impacts. Et nous verrons les qualités qu'il faut en termes de leadership. Et cela va finalement créer la transformation systémique. Voilà un peu donc le modèle global.
Évidemment, nous ne pouvons pas tout voir dans une vidéo, peut-être dans les autres vidéos et sur la plateforme pour les gens qui suivent la formation, et parce qu'il y a des problèmes de capacité, de talent, de culture. Et bon, j'ai parlé des processus tout à l'heure, et on en parlera tout à l'heure. Donc, le management stratégique est au cœur de la transformation systémique. La question est de savoir comment. Bon, je ne dis pas que les autres disciplines ne le sont pas, elles le sont. Mais si vous mettez sans management, on n'y arrive pas. Il n'y aura pas de transformation. Et effectivement, malheureusement, nous avons un retard énorme en matière de sciences administratives ajustées dans nos écoles de formation, dans nos universités, etc. Et c'est un gap qu'il faut régler. C'est un gap. Parce que sinon, vous avez des conservateurs qui sont contre la transformation. Parce qu'ils vont faire de la routine, ils vont faire de la bureaucratie, ils n'ont pas été formés au changement, ils n'ont pas la culture de la transformation, ils n'ont pas les outils dont nous allons parler. Et donc, voilà, c'est très important, il faut le dire franchement. Il faut revoir les formations. Dans les grandes écoles, on forme des agents publics, etc. Et dans les universités, etc. Parce que tout ça, vous avez des questions importantes telles que la culture, telles que le leadership, telles que la communication, je ne parle pas de, telles que la formalisation, la culture de formalisation, etc. Et donc, dans notre modèle, le leadership transformationnel et la transformation systémique sont combinés, disons interreliés, et pour être des catalyseurs de la transformation. Et comme je l'ai dit aujourd'hui, grands experts, grands cabinets, etc., qui travaillent pour ça, pour les entreprises, pour les États. C'est vrai que ça demande toute une organisation après. Ce n'est pas en maintenant un système vieillot qu'on va parvenir à faire ça. Parce que si vous maintenez le système et que vous nommez les gens les plus brillants pour faire ça, ils vont échouer. Et voilà, c'est des questions sur lesquelles on reviendra durant toute la formation qui déjà commence à être en ligne sur notre plateforme eia-training.com. Vous pouvez vous inscrire déjà. Donc, c'est une formation normalement de 12 mois, de 12, excusez-moi, 12 semaines. Mais bon, aujourd'hui aussi, on va créer quand même, tenir compte des contraintes et laisser la plateforme ouverte pour les gens qui sont inscrits. D'abord, il y a un problème de management stratégique, il y a un problème de management des hommes, des talents, de la motivation, parce qu'il faut motiver des équipes à dépasser leurs attentes. C'est fait pour les gens qui cherchent à offrir plus que ce qui est normal. Donc, il faut des managers qui savent aligner. Le terme aujourd'hui en management, c'est on dit alignement. Alignement stratégique, par exemple, alignement organisationnel, avec la mission globale de l'organisation. Donc, dans l'environnement en évolution rapide aujourd'hui, les leaders doivent conduire le changement, mais aussi s'assurer que ce changement est durable et systémique. Et je vois beaucoup de leaders qui se comportent comme des techniciens. Et donc, ils aient la qualité de ministre ou autre chose. Ils pensent que c'est ça leur rôle. Non, leur rôle, c'est d'être des leaders stratégiques au service de la transformation. Et cela suppose beaucoup de choses que l'on verra. La stratégie, le cycle vertueux de la transformation systémique, c'est celui-là. Il faut une vision stratégique qui s'amplifie, qui va permettre de mettre en place une transformation systémique et holistique, qui va s'amplifier. Mais pour cela aussi, il faut des pratiques adaptées, des processus à construire. Nous verrons un peu ces processus dans une première vidéo, mais à la limite, c'est un thème à part. Donc, il y a plusieurs thèmes dont je pourrais parler et qui est en train d'être mis en ligne d'ailleurs sur la plateforme. Et nous espérons vraiment vous accueillir sur ça. Un principe, pour faire cette transformation, il faut déclencher un vortex. Ce n'est pas du saupoudrage comme nous le voyons. Nous avons des plans, nous avons toutes sortes de projets là-dedans. Vraiment, c'est du tape à l'œil, c'est du saupoudrage. Ici, le concept de priorité compte beaucoup. Quel est le vortex stratégique qui va déclencher un tourbillon qui progressivement va transformer les autres secteurs? Donc, un vortex stratégique, donc, nous l'avons dit, est caractérisé par une phase de croissance initiale. Ensuite, on passe à une phase d'expansion qui va produire des impacts à grande échelle, et ensuite à la transformation systémique. Et il y a tout un vocabulaire qu'on trouve dans le management stratégique que j'ai repris et mis dans mon
dans mon modèle, on parle de springboard. Springboard, c'est un peu le tremplin. Et on parle de tourbillon. Et vous avez des mots comme initial, comme croissance, comme transformation systémique, transformation réalisée. Et une idée de base de la transformation systémique dans mon modèle et dans les modèles plus récents, c'est qu'il faut d'abord identifier une niche stratégique. On l'appelle niche stratégique parce que cette niche comporte des effets de levier. Cette niche va transformer, comme un port à Dubaï, qui déclenche un cercle vertueux de vortex qui va aller jusqu'au système maritime. Aujourd'hui, à Dubaï, sur le plan maritime, vous avez toutes sortes de choses, vous avez des croisières, etc. Et d'ailleurs, quand vous regardez ces plateformes croisières qu'on sort, derrière, il y a toute une économie de restauration, etc. Donc, identifier une niche stratégique. Moi, pays, moi, entreprise, quelle est ma niche stratégique pertinente par rapport à mon environnement, par rapport à mes ressources, par rapport à mes talents, etc. Donc, on n'est pas dans le monde de l'uniformisation. Le problème que nous avons dans nos pays, surtout au niveau du secteur public, c'est que nous avons des approches top-down. Nous avons des approches qui essaient de nous uniformiser et finalement de briser notre talent. Nous avons tous des talents, mais nous ne pouvons pas l'exprimer. Donc, il nous faut partir de niches stratégiques qui va nous permettre de nous concentrer sur des priorités. On ne finance pas toutes les priorités. Sur des segments, sur des marchés spécifiques, sur un savoir-faire ancestral, etc., etc. Là où nous pouvons exceller, là où nous avons des forces uniques, là où nous avons du talent. C'est comme ça qu'on va booster la performance, qu'on va créer des avantages concurrentiels. Pourquoi la niche stratégique est cruciale pour la transformation systémique? D'abord, concentration des ressources. En identifiant une niche, on peut allouer les ressources financières, humaines, technologiques et bien d'autres de manière plus efficace, au lieu de disperser les efforts. Nous avons des stratégies et des plans de développement, c'est la dispersion. On est sur plusieurs fronts. Donc, l'accent, cette notion de priorité, de vortex qui a des effets de levier, de springboard, etc., est très important. Et ça effectivement, c'est l'analyse stratégique. Par exemple, pour les gens qui vont suivre la formation, on verra le manuel de guide que nous avons rédigé à cet effet. Et donc, avec toutes les méthodes, on en parlera d'ailleurs un peu. Et donc, deuxième aspect, c'est que la niche stratégique peut nous conférer des avantages concurrentiels durables. Une niche bien exploitée peut offrir des avantages concurrentiels difficiles à reproduire. Il ne s'agit pas de faire la même chose que tout le monde. Il s'agit de faire ce que nous savons faire le plus, ce qui nous distingue des autres. Par exemple, si c'est une entreprise pouvait développer une expertise unique ou technologique de pointe. Par exemple, moi aujourd'hui, j'essaie de développer des cours de formation qui ne soient pas de la répétition de ce que tout le monde fait, les marchés publics, je ne sais pas quoi. Il y en a assez. Et donc, j'essaie de développer une niche. Et la stratégie de niche, d'ailleurs, est une stratégie bien connue aujourd'hui avec, comment on l'appelle, le digital et consorts. Et donc, unique. Quand on dit unique, peut-être qu'on veut dire rare. Et donc, on ne trouve pas ça partout, ça ne court pas les rues, ce n'est pas de la répétition forcément, c'est la disruption, etc. Et cela demande de la réflexion stratégique. Donc, une stratégie de niche a d'autres avantages. Elle peut générer des effets de levier. Et ici, le concept d'effet de levier est très important. Et on réalise des investissements dans des niches qui vont générer des résultats directs. Si c'est une entreprise, ce serait une augmentation des parts de marché, la rentabilité, un positionnement sur un nouveau créneau, etc. Mais des impacts qui vont renforcer. Quand je dis toujours que la stratégie, finalement, c'est de la synergie, c'est l'art de la synergie, etc. Donc, l'amélioration des capacités dans une niche pourrait susciter l'innovation et améliorer la satisfaction des clients, des citoyens, ouvrir de nouvelles opportunités. Ensuite, la niche doit être un vecteur de catalyseur. Et lorsqu'une niche stratégique est pleinement exploitée, elle peut agir comme un catalyseur pour une transformation systémique. Et les succès obtenus dans cette niche vont progressivement s'étendre. On va passer, par exemple, du port à l'aéroport, comme à Dubaï, de l'aéroport à Dubaï City Internet, etc. Et on sent que derrière,
il y a une idée centrale, et donc, qui est donc la communication, le transport. Et quand vous regardez, derrière aussi, on a développé pas mal de choses comme la logistique, etc. Donc, un pays doit avoir une compétence distinctive comme ça et mettre à fond là-dedans. Et donc, et cela va générer de la richesse. Parce que le problème également du vortex, c'est de créer suffisamment de richesse qui va se démultiplier à l'infini. Donc, cela peut conduire à des évidemment, cela peut requérir des changements culturels, opérationnels, structurels, etc. Et par exemple, les types d'administration que nous avons qui coûtent lourd, cher, avec de multiples agents, je pense, n'est pas adapté à ce que je suis en train de dire. Donc, une réforme primordiale serait ça, entre autres. Exemple pratique, l'industrie technologique pourrait identifier une niche stratégique dans le développement de logiciels, aujourd'hui dans l'intelligence artificielle, etc. Donc, qui peut servir dans des créneaux comme la santé ou ailleurs, etc. Et dans le secteur public, et dans le cadre du management public, du nouveau management public, une administration ou un État pourrait se centrer sur une niche stratégique. Par exemple, le numérique pour les citoyens, peut-être une économie de services. Tout dépend du contexte pays. Et on verra la notion aussi de localisation stratégique, qui est un des concepts de la transformation systémique selon notre modèle. Et voilà donc un dessin que j'ai fait avec DAL, ou comment dire en français, l'intelligence artificielle. Donc, voilà la stratégie initiale de croissance. Donc, je pense que le dessin exprime bien cela, le dessin ou l'image. Une croissance initiale qu'il faut déclencher à partir d'un vortex, à partir d'une niche stratégique, avec toutes les analyses stratégiques qui vont dessus. Et le tourbillon, vous créez le tourbillon, voilà le tourbillon. Le vortex, c'est un tourbillon. Et tout ça, ces jolis dessins sont faits avec l'intelligence artificielle. Dans chaque GPT, vous avez pas mal d'outils comme ça. Là où l'on a marqué les GPT, quand vous rentrez là-dedans, c'est incroyable ce qui se passe. C'est aussi une opportunité. C'est peut-être aussi une niche stratégique, l'intelligence artificielle aujourd'hui, peut-être. Et donc, il faut investir là-dedans, peut-être aider les jeunes Africains qui veulent faire ça. Donc, dans le cadre des séminaires avancés sur la transformation, la performance, nous allons explorer tous ces concepts. Et déjà, nous donnons les premiers concepts. La niche stratégique et le vortex. Vous avez le vortex de ce côté, vous avez la niche de l'autre. Donc, nous allons voir. Et par exemple, ce dessin montre bien que la niche, c'est une position stratégique, ça peut être sur un marché, ça peut conférer des compétences, des avantages comparatifs, etc. Donc, dans le vortex, on vous montre le cercle vertueux. Le tourbillon commence par une croissance initiale qui déclenche des impacts et les impacts qui déclenchent la transformation. Voilà un peu le modèle. Niche stratégique, avantage concurrentiel, je crois que, on l'a déjà dit, le grand problème, c'est comment identifier la bonne ou les bonnes niches stratégiques qui permet à une organisation de concentrer ses forces et ses ressources sur un segment, sur un sous-système. Un système qui est créateur de richesse. Ça suppose aussi une économie où l'on investit sur les créateurs de richesse comme les principaux acteurs de la transformation. Et selon notre modèle, l'État n'est qu'un leader stratège. Un leader, donc nous verrons les principes du leader stratégique. Et on va booster la performance, on va créer des avantages concurrentiels. Ça suppose que nous avons des politiciens, des managers du secteur qui pratiquent la loi de l'humilité. Donc, la niche stratégique, souvent, c'est un positionnement stratégique. Je crois que les entreprises connaissent ça bien dans le management stratégique traditionnel et qu'on enseigne aux étudiants MBA et tout. Ce sont des segments de marché, c'est des localisations avec des atouts, ce sont des atouts, etc. C'est là où l'on a des compétences distinctives. Et on serait tenté de penser que Dakar a une position stratégique extraordinaire. Peut lui conférer des avantages concurrentiels et considérer ça comme une niche stratégique de départ. Donc, comme Dubaï l'a fait par exemple. Et tout est possible dans la vie, ça suppose se libérer des préjugés, considérer qu'il y a une seule méthode. Et récemment à Dubaï, je suis rentré dans un supermarché, j'ai vu des produits agricoles made in Dubaï. J'ai dit, mais est-ce qu'on fait ça ici? On m'a dit, non, on ne fait pas ça forcément ici. D'abord, il y a les serres, et ensuite, il y a des hommes d'affaires qui achètent des terres. En Angleterre, on m'a dit,
et qui font les cultures là-bas et qui reviennent avec les produits made in Dubaï. Hein. Voilà. Donc, le préjugé classique de l'agriculture comme seul facteur, etc., tout ça, ce sont des paradigmes. Ce sont des paradigmes. Donc, identifier, exploiter une niche stratégique est essentiel. Et ça demande des capacités d'analyse, je ne dirais pas infaillibles, mais puissantes. Ça suppose que si c'est l'État ou l'entreprise, il a le brain trust pour faire cela. Ils connaissent, qui peuvent comparer, etc. Moi, j'ai comparé les méthodes, j'ai défini ma méthode. Hein. Donc, il paraît qu'il y a 3 ou 4 cabinets qui font ça au niveau international. J'ai les noms, mais je n'ai pas eu le temps de voir ce qu'ils font. Et donc, booster la performance, créer des avantages concurrentiels. Pour un État et son économie, un État pourrait se concentrer sur des secteurs économiques spécifiques. Toute la question, c'est qu'est-ce que l'analyse stratégique va donner. Et ça peut être les énergies renouvelables, l'agriculture de précision, les technologies de l'information, la formation. Aujourd'hui, quand je vais à Dubaï, que je vois dans les grands hôtels, et tout un palier avec des bureaux, des salles, c'est où les gens font la formation. Tous les grands cabinets internationaux se sont installés là-bas, etc. Les grandes écoles aussi, américaines et consorts. Et donc, les niches sont partout. Mais il faut commencer par quelque part. Il faut se débarrasser des préjugés, etc. Il faut libérer l'invention, la créativité. Ça demande un certain leadership. Donc, le positionnement stratégique pour l'économie nationale pourrait impliquer le développement de politiques favorables aux infrastructures, hein, parce que c'est des effets cumulatifs aussi. Hein, si vous voulez donc développer une niche, peut-être qu'il y a également des investissements qui vont avec, comme par exemple les infrastructures, on l'a dit d'ailleurs ici, pour soutenir ces secteurs, pour soutenir la niche. Hein, donc, pour attirer des investisseurs étrangers, pour stimuler l'emploi, etc. Donc, si on était dans le détail du management stratégique, on parlait de ce qu'on appelle les capacités de concentration stratégique, focus, etc. Et donc, c'est également un élément, et dans le programme de 12 semaines, nous avons des coachings pour cela, nous avons des modèles très, très intéressants. Bon, parlons un peu de la stratégie initiale de croissance. Hein, pour une entreprise, donc ici, on a donné le cas d'une entreprise qui essaie de consolider ses opérations de base et qui définit un portefeuille de produits. Hein, et peut-être que ce serait une entreprise qui veut se lancer dans un nouveau secteur de produits et de services et qui veut tester la viabilité sur le marché. Donc, le management stratégique consistera à identifier les premiers succès et à investir dans ces segments pour favoriser la croissance. Et ça, c'est très important. Encore le saupoudrage, c'est peut-être un drame que nous vivons et nous avons tellement l'habitude que ça ne va pas être facile de sortir de ça. Pour un État et son économie, ça pourrait se traduire par le lancement de nouvelles industries ou de réformes économiques, etc. Et ça, c'est très important. C'est très important. Quels sont les secteurs qui ont des vocations industrielles? Quand je dis industrie, il faut voir ça au sens large. Parce qu'ici, on a l'impression que l'industrie, c'est partout, il y a des machines, où il y a, etc. Non, mais la notion aussi, aux États-Unis, on va vous parler industrie de la santé, industrie de l'éducation, industrie. Il faut qu'on se débarrasse de notre vieux modèle qui nous poursuit encore. Et donc, l'accent sera mis sur la construction de bases économiques solides, soutenant les secteurs émergents. Vous avez des secteurs émergents, et donc, qui sont à la base du vortex, qui vont développer les autres secteurs. Donc, la phase initiale, c'est construire les fondations. Et construire les fondations, et donc, ça suppose maintenant développer des compétences, des ressources, des capacités. Et des capacités pour se préparer à l'expansion. Sans cette phase, les bases du développement seraient très longues. Et c'est ça, quoi nous assistons aujourd'hui, c'est ça. Quand vous voyez les pays comme Dubaï, Singapour, Malaisie, tout ça, ils appliquent ces choses-là depuis longtemps. Et donc, ils ont leur modèle d'ailleurs. Aujourd'hui, chacun a ses modèles. Mais quand vous regardez les principes, ce sont les principes du management stratégique, etc. Chacun peut l'appeler comme il veut maintenant. Il peut introduire des nuances, ceci ou pas cela, etc. Et donc, avoir ce modèle-là. Et nous verrons d'ailleurs dans la mise en œuvre
et pour les gens qui suivent la forme, les équipes qui font ça, qui sont les membres de l'équipe et les profils. Et nous avons déjà fait un tableau comme ça. Donc, la question est de savoir est-ce qu'il faut forcément passer par là. En tout cas, les exemples riches, ils sont passés par là. Et si on souhaite ça, ça pourrait conduire à une expansion mal planifiée, une transformation qui n'est pas soutenue par des capacités, par des processus, et l'inefficacité et la mauvaise allocation des ressources. Donc voilà encore le fameux dessin donc, de la croissance initiale. Et donc, on vous a donné quelques exemples ici. Si l'agriculture est la niche, peut-être que ça va induire des pratiques d'amélioration, donc comment on appelle, des pratiques agricoles, de la secteur. Ça peut être le tourisme. Hein. Par exemple, à Dubaï, on voit bien la logique du vortex entre les transports aériens, portuaires, tourisme, et même aujourd'hui Internet. Dubaï City, Internet, je crois, c'est pas comment elle l'appelle encore, j'ai des trucs de mémoire, etc. Hein, vous voyez, toutes ces niches peuvent être intégrées. Hein. Donc, il faut donc capitaliser les ressources en tenant compte de telles choses. La phase d'expansion, donc au fur et à mesure que l'organisation se développe, que l'État se développe, on rentre dans une phase d'expansion de l'impact. C'est comme ça nous l'appelons dans le modèle, et ça l'appelle le modèle qu'on enseigne souvent en management, la courbe de vie des organisations, des produits, tout ça. Et donc la stratégie s'étend pour toucher de nouveaux secteurs de marché, et de services, par exemple, et ça va permettre de maximiser. Donc, ça suppose vraiment des analyses pointues et concentrées sur ces forces, sur ce qui crée de la valeur, pas sur ce qui détruit de la valeur. Et donc, il s'agit, le principe, c'est élargir, consolider. Et donc, ça signifie qu'il faut tester les stratégies, et il faut des structures au sein de l'État, au sein des entreprises, etc., des cabinets, je ne sais pas moi, qui vont aider à faire cela. Qui vont aider à faire cela. C'est pourquoi je suis un fervent défenseur qu'il y ait un brainstorm, ce qui n'est pas une idée nouvelle d'ailleurs. Et donc, pour consolider les gains obtenus lors de la phase initiale. Et donc, on essaie de consolider dans la stratégie d'expansion pour l'impact. Et donc, nous verrons les outils dans les autres modules. Voilà, il faut beaucoup de capacités, il faut un État organisé, il faut des structures pour ça, il faut des profils pour ça, il faut des hommes pour ça, etc., etc. Donc, voilà un peu des conditions. On a essayé de représenter avec l'aide de l'intelligence artificielle. Ils m'ont dit, écoute, tu pourrais représenter des idées comme ça. La seconde phase, là, c'est vrai qu'on voit l'expansion, ça va en haut, là, en bas, à droite, à gauche, avec une lumière au fond. Donc, voilà un peu la stratégie de l'expansion. Donc, le développement s'élargit parce qu'on a maintenant les fondements. On cherche à s'étendre sur de nouveaux produits, de nouveaux marchés. Donc, il faut peut-être voir comment financer tout ça. Pour l'État, ce serait le renforcement des secteurs économiques, l'ouverture à de nouveaux marchés. Et donc, l'intensification des investissements dans les infrastructures pour soutenir l'industrialisation, l'urbanisation, etc., etc. Et évidemment, les cadres juridiques ne viennent pas avant, mais après. Ils viennent renforcer la stratégie. Ce n'est pas à elles de définir la stratégie. Et je crois que c'est ce qu'on voit. Donc, ils viennent encourager l'innovation. Il faut bien que les juristes, moi je suis entre autres juriste, mais il faut bien qu'ils comprennent cela. Donc, la transformation systémique, ça aboutit à un changement global, changement profond, durable au niveau des organisations de l'État. Et ça suppose une stabilité, une capacité d'adaptation, etc. Et si ces fondations ne sont en place, peut-être que la transformation systémique va rester un peu pire. Et quand on voit des pays comme Dubaï, Singapour, Malaisie, tout ça, faire ça en 15 ans, 20 ans, 25 ans, alors on peut se poser des questions. Et donc, durabilité, et donc c'est une réinvention aussi complète de l'organisation. Parce qu'il va y avoir des travaux qui vont permettre de restructurer l'organisation, de la centrer sur des impératifs, des diagnostics stratégiques, des planifications stratégiques. Ça, c'est une autre question dont on parlera dans la formation, de management de la performance, de mesure de la performance,
de management des risques avec des KPI, et des indicateurs clés de performance, hein, aussi bien pour l'atteinte des objectifs que pour le risque, etc. Et il y a tout un cycle, hein, qui va jusqu'à l'évaluation. Dans un État également, donc, ça pourrait signifier une refonte des politiques économiques, hein, ça pourrait inclure et je crois que dans le cadre des pays comme le nôtre, ça implique forcément des réformes institutionnelles, des restructurations. Et je pense qu'aujourd'hui, dans nos pays, nous devons tirer profit de ce que le management moderne nous permet de faire, avec des audits stratégiques combinés à du réingénierie des processus et des structures. Et, par exemple, et là, nous avons des outils très intéressants. Nous avons même des manuels aux États-Unis, que le General Account Office a élaboré et d'autres, et que l'État utilise. Donc, on est à l'ère où les réingénierie des processus, des structures, les restructurations font partie du management public quotidien. Et donc, voilà un peu des orientations. Ça signifie l'amélioration de la gouvernance, hein, des initiatives en matière de durabilité. Là, et on est gâté, hein, avec les ODD, mais la question de savoir comment gérer ça. Et donc, il y a toutes sortes de possibilités. Mais encore, il faut trier et avancer progressivement. Hein, ça peut impliquer des transformations dans l'éducation. J'ai parlé du retard de la science administrative aujourd'hui, hein, de l'enseignement de la science administrative avec ses composantes management public et gouvernance publique. Quand je parle de gouvernance, ce n'est pas le dada juridique là qu'on entend tout le temps. Mais ça, il faut le mettre en œuvre. Pour le mettre en œuvre, c'est du management. Hein. Ce n'est pas de la doctrine théorique, etc. Et la santé, la justice sociale, tout ça, c'est de belles idées. Mais tant que vous n'avez pas les outils, les référentiels, le management qui avez, vous ne le ferez jamais. Mais vous sortirez toujours de nouvelles idées, de belles idées. Et c'est ce qui nous arrive, hein, disons-le carrément. Et donc, voilà, la transformation systémique, elle est réussie. C'est ce joli dessin. Hein, vous voyez, ça, c'est vraiment harmonieux. Je ne dirais pas, ça rappelle la perfection. Merci l'intelligence artificielle. Et vous avez beaucoup sur ChatGPT, qui est devenu mon ami là, hein, et qui font ces choses-là très bien. Hein, donc, c'est grâce à cet outil qu'on a fait ça. Donc, vous avez DELI et puis d'autres outils, je cite de mémoire comme ça à l'intérieur, dans la version payante, je crois. Et donc, voilà, et je me suis amusé un peu avec l'intelligence artificielle et on a obtenu ceci. Bon, je ne l'ai pas très approfondi. Et donc, hein, dans une niche qui est le transport maritime, aérien, industriel, etc. Et donc, aujourd'hui, nous ne faisons plus ces choses-là, nous les faisons en utilisant la technologie qui nous permet, qui réfléchit beaucoup plus vite que nous et qui nous dit des choses auxquelles on aurait pu penser, mais qui nous permet de faire en 3 jours, ou même en une soirée, des choses qu'on aurait fait en plusieurs semaines. Hein. Aujourd'hui, moi, j'écris mes plans d'audit, hein, avec l'intelligence artificielle. Ça va prendre 2 heures, 3 heures. Il connaît mieux que moi les secteurs, tout ça. C'est une base de données mondiale, etc. Donc, voilà, c'était le débat que j'ai posé, j'ai déjà répondu. Est-ce qu'on peut aller sauter les étapes et donc aller directement à la transformation? Ici, on en parle brièvement, mais on va approfondir. On montrera qu'il y a beaucoup d'obstacles qui doivent être réglés et que ne pas les régler et vouloir aller directement, c'est parier sur des risques. Mais que, en fait, la transformation systémique, le leadership stratégique, ou le leadership système, et donc suppose des investissements sur l'expertise, et donc parfois des ressources essentielles, parfois la détermination de priorité. Où est-ce que je vais mettre mon argent et pourquoi? Et donc, certains disent oui, oui, c'est possible, hein, si vous parvenez à trouver l'idée géniale, l'idée de disruptive, on parle de disruption, donc qui commence à rentrer dans le français, et je crois, et qui permet de surprendre tout le monde, et ce qu'on voit souvent dans les nouvelles technologies. Hein, par exemple, bon, je ne sais pas si nouvelle est un terme approprié, hein, parce qu'elles sont en constante évolution. Donc, ce que nous verrons pendant les 12 semaines, pour les gens qui sont inscrits à ce module, hein, en ligne,
Et donc, vous devrez d'abord maîtriser le vocabulaire et tout commence par une bonne théorie. J'entends souvent des gens dire ça, c'est de la théorie. Hein, alors qu'ils n'ont pas, si vous n'avez pas une bonne théorie, vous n'avez pas une bonne pratique. Hein. Donc, je pense que déjà, on l'a adopté un peu, plutôt exploré un peu. Il y a 11 concepts fondamentaux qui seront approfondis dans le module détaillé. Vision stratégique et objectif. Comment faire? Quels sont les outils d'analyse? Il y en a plusieurs. Nous proposons une méthode dans le contexte de la transformation. Le changement culturel, parce que la transformation, c'est un problème culturel également. Nous allons voir les problèmes de culture, de valeur, de comportement. Un concept important qu'on a commencé à voir aujourd'hui, c'est le vortex stratégique avec ses 3 phases, croissance, expansion, transformation. La notion de niche stratégique, c'est quoi nous allons concentrer nos efforts, nos investissements, notre argent, notre talent, etc. Et voilà, quels sont là où nous devons nous positionner. L'innovation et l'adaptabilité, innover pour rester compétitif. Et je crois que dans une vidéo, dans 2 éléments du cours, je dis ceci, se transformer ou périr, hein, quelque chose comme ça. Et donc, des nouveaux concepts aussi que vous allez voir, c'est la notion d'expérience cumulée, d'effets cumulés, hein, donc des réussites qui vont créer ce qu'on a appelé les impacts. Hein. Donc, le leadership transformationnel également sera un élément important. Et 2 concepts clés dans le leadership transformationnel, hein, c'est inspirer, motiver. Évidemment, on verra le leadership système, parce que là, on est dans un système qu'il faut construire, qui produise des impacts. La mesure de la performance sera un élément important dans les concepts qu'on va voir dans la formation, les problèmes de suivi, d'ajustement des initiatives. La gestion des parties prenantes, ce n'est pas le travail d'un individu, ce n'est pas le travail d'un leader, c'est le travail d'une équipe de leaders. C'est le travail de leaders qui sont capables de créer d'autres leaders, etc., etc. Nous allons analyser tout ça. Évidemment, la résilience organisationnelle, peut-être que je vais mettre ça en 11e, mais je le sais que je vais revenir. Hein, préparer des citoyens, des entrepreneurs, des créateurs de richesses qui soient résilients. Ce sont des parties prenantes très importantes, ces créateurs de richesses, ces créateurs d'idées, de pensées, etc. Et c'est une approche holistique, hein, parce qu'il faut intégrer tous ces aspects-là. Et effectivement, nous verrons dans notre guide, etc., comment on va le faire. Donc, voilà pour conclure, une bonne question. Une bonne question, comment convaincre le secteur public et les dirigeants, les chefs d'entreprise, les créateurs de richesses de pensée, de l'importance de la transformation systémique, de la maîtrise de ces éléments par eux-mêmes et par leur personnel. Parce que parfois, on forme les cadres supérieurs, on oublie la base, etc. Et donc, voilà peut-être une bonne question qui mérite discussion. J'espère que sur les plateformes sur lesquelles vous trouvez notre vidéo, et vous mettrez des commentaires de ce genre. L'adaptabilité, c'est fait pour des gens qui sont capables de souple. On est à l'ère de l'agilité. À un moment donné, d'ailleurs, on parlera de ces principes d'agilité avec toutes les méthodes qui vont avec. Et donc, la résilience face au changement, etc. Les gouvernements, comme toutes les entreprises, font face à des environnements en constante évolution. Aujourd'hui, les disrupteurs, c'est surtout la technologie, c'est les modèles de management aussi. Parce que ce que je vous dis, c'est un modèle de management. Vous avez des entreprises, des États qui n'utilisent pas, qui sont derrière. Vous avez d'autres qui utilisent qui sont devant, etc. Donc, en fait, même le modèle de management est au cœur de la compétition, etc. Donc, les concepts de transformation systémique vont permettre à l'État de s'adapter, etc. J'ai écrit quelques articles qui ont commencé à apparaître, il y aura d'autres, et où je vous montre que les principes de base sont des vieilles idées. L'idée de transformation systémique date de 1940. Hein? L'auteur le plus simple connu, j'ai oublié son nom, il a un nom un peu compliqué à prononcer là. Et donc, voilà. Les administrations publiques aussi doivent adapter les innovations, doivent moderniser. Mais c'est tout un changement, c'est même un chamboulement. Hein? C'est même un chamboulement pour mettre en place les penseurs, les esprits, hein, qui vont gérer ça et qui ont le pouvoir de gérer ça. Parce qu'il ne suffit pas de dire je vais le faire. Il faut avoir le pouvoir. Donc les grands dirigeants doivent avoir auprès d'eux
Et des structures conseils comme ça peut être des structures de conseil, ça peut être des cabinets, ça peut être pourquoi pas une administration interne. Et donc, voilà, comme on l'a vu en Malaisie, par exemple, à un moment donné, des personnes comme Ibis Diala et tous ces gens-là. Donc, c'est des points se rapprocher qui aident à faire la transformation. Et ça permet à l'homme politique de ne pas mettre la main dans les détails, mais de travailler sur le travail, pas de travailler dans le travail. Les grands leaders travaillent sur le travail. Hein. Donc, et de ne pas être je ne sais pas, des routiniers, etc. Parce que quand vous avez en certaine position, vous travaillez dans le travail, ça signifie qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça, vous n'avez pas les talents qu'il faut, ça, ou bien vous n'avez pas compris votre rôle, etc. C'est vrai que pour le faire, il faut avoir des talents. Il faut être sécurisé sur ce plan. D'où l'importance de ce que John Maxwell appelle la loi du cercle rapproché. D'où l'importance de savoir avec qui vous allez faire le grand voyage de la transformation, par exemple. Voilà, aujourd'hui, donc, un autre concept qu'on étudiera, c'est l'alignement, je crois que j'en ai parlé. Il faut une vision stratégique. Donc, les gens sont alignés sur cette vision, sur des objectifs, etc. C'est l'approprie. Et pour faire approprier ces visions, ces objectifs, c'est tout un talent de management et c'est aussi tout un talent de leadership. Évidemment, il y a un grand débat, et, par exemple, sur mon modèle, est-ce que c'est du leadership transformationnel? Il y a des gens qui m'ont dit non. Dans ta phase initiale, ça ne peut pas être du leadership transformationnel, ça peut être du leadership transactionnel. Et tu vas passer à la phase de leadership, comment on l'appelle, transformationnel après. Ça vaut ce que ça vaut. Bon, ça m'a fait réfléchir un peu quand même. Et donc, par exemple, le concept de niche, on le voit très important. Il peut aider un gouvernement à identifier ses secteurs prioritaires, son tremplin. Hein. Là, il doit concentrer ses efforts, ses ressources. L'efficacité et la performance, nous allons discuter et voir comment on peut construire ce système. Depuis la détermination de la vision, la mise en place de plans, on peut d'abord avoir un premier plan qui est le master plan, qui est le plan de développement économique, ce qu'on appelait comme ça avant. Et puis, mais ça ne suffit pas. Il faut des plans stratégiques partout, au niveau des programmes, au niveau des projets, au niveau des ministères, etc. Ils ont tous le plan stratégique et les plans stratégiques sont transformés en plans annuels ou périodiques de performance parce qu'aujourd'hui, il y a des logiciels qui nous permettent de les gérer à la semaine. Et donc, les indicateurs de performance, les gens rencontrent par des rapports de performance. Mais vous voyez que ça, c'est pas facile. Il y a des gens qui vont refuser. Si vous n'avez pas des leaders qui accompagnent ce processus, ça ne marchera pas, ça va échouer. Ça va échouer. Et donc, voilà, donc les indicateurs chacun a ses indicateurs de performance, produit ses rapports, et même ces rapports de performance sont audités, ils sont auditables, etc. Et engager les parties prenantes, les secteurs privés, les citoyens, les ONG, tout ça, sans eux, on ne peut pas transformer. La transformation, c'est tout le monde. Et le problème d'arriver que ça soit tout le monde, c'est le problème du leadership. C'est la mentalité du leader. Comment il voit son rôle, comment il comprend sa raison d'être, etc. Et donc, le leadership transformationnel au service de l'État, au service de la communauté est essentiel. Et donc, pour inspirer, motiver. Ce n'est plus l'approche top-down, c'est top-down, bottom-up en même temps. Et donc, voilà, il faut savoir construire des centres de performance au sein des organisations, etc. Et donc, par exemple, un leader qui guide une transformation systémique au secteur public, une réforme administrative, pour mobiliser les fonctionnaires autour d'une vision commune de modernisation. Et donc, joue un rôle similaire à celui d'un leader transformationnel. Donc, en conclusion, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et donc, ces concepts, bien qu'associés au secteur privé pendant longtemps, sont en réalité universels, je mets entre guillemets, essentiels pour toute organisation, cherchant à naviguer dans un environnement complexe en évolution, y compris les administrations publiques, y compris le secteur privé. Les États et les organisations qui sont en avance ont des référentiels, ont des, comment on appelle, des modèles de gestion de la performance, de gestion de la transformation, etc. etc. Et aujourd'hui, on a même défini des modèles qu'on appelle des modèles de maturité qui permettent de vérifier est-ce que le modèle
qui existe dans tel pays ou tel pays, dans tel ou tel secteur, est-ce qu'il a atteint un stade mature, donc élevé? Il peut être dans un stade initial, dans un stade avancé, etc. Vous avez plusieurs modèles comme ça, etc. Donc, adapter les bonnes pratiques que nous venons de voir permettra à l'État d'améliorer l'efficacité de ses services, de mieux répondre aux attentes des citoyens, de s'assurer que ses politiques ont un impact, de miser sur des créateurs de richesse, de valeur, sur des transformateurs. Donc, le système d'une transformation systémique dans le secteur public et ailleurs repose sur l'intégration de ces concepts. Ou en tout cas, on peut peut-être ne pas connaître ces concepts, mais faire la pratique. Parce que souvent, beaucoup de concepts sont nés de pratiques avérées que des chercheurs, des professeurs, etc. ont évalué et conceptualisé. Mais souvent, il y avait un leader qui le faisait et ça marchait. Et jusqu'à présent, on continue d'être leader l'œuvre de Lee Kuan Yew, comme un leadership salvateur, etc. L'échec de Dubaï. Moi, j'ai bien aimé son livre là, Ma vision. Il explique sa vision en 9 domaines, si mes souvenirs sont exacts. Voilà donc aujourd'hui, j'espère que cela vous permet de vous intéresser à nos travaux de recherche et à cette idée d'Institut international de management, de gouvernance et de transformation que nous essayons de développer. Et nous sommes ouverts à des sponsors, à des gens qui voudraient défendre cette idée-là et pour nous accompagner. Et donc, je vous ai mis un lien ici sur, comment dirais-je, sur le PowerPoint, mais ce lien-là, il va vous voyager un peu partout et c'est surtout toutes nos plateformes de l'École internationale des affaires, mes propres plateformes, etc., etc. Et le site concerné. Et donc, nous allons faire du mailing et tout ça pour distribuer. Et j'espère qu'on saura vous convaincre, vous convaincre donc de l'intérêt de ce programme pour vous, pour vos hommes, pour vos équipes, pour vos organisations, etc. Donc voilà ce que je voulais dire aujourd'hui en 1 heure. Et donc je pense que nous pouvons ensemble faire un bon investissement donc, pour transformer nos organisations, pour transformer nos pays. Donc voilà un peu ce que je voulais dire aujourd'hui. Tout le plaisir a été pour moi de vous présenter une idée originale, peut-être nouvelle. Les idées nouvelles sont souvent contestées, difficiles, et quand on est convaincu, on continuera à défendre ces idées. Merci, merci. Donc, à bientôt, j'espère. Donc, je rappelle un peu, je m'appelle Abdou Karim Gueye, docteur Abdou Karim Gueye. Et donc, j'ai un DBA, et donc, Doctorate of Business Administration et un MBA dans le même domaine, Master Business Administration. Je suis un ENAC, et donc, et puis, j'ai fait la faculté de droit, où j'ai obtenu la licence en droit de l'époque, qui correspond au master aujourd'hui. Et donc, voilà la présentation, leadership transformationnel et transformation systémique, stratégie pour un changement durable. Merci, à bientôt, j'espère. OK, bye.